Le harcèlement moral dans la vie privée est une notion relativement récente dans le droit français, puisque c'est une loi du 9 juillet 2010 qui, enfin, fait que cette violence psychologique qui existe dans les couples est considérée comme un délit, c'est-à-dire peut être condamnée sur le plan pénal. Alors cette définition du harcèlement moral, il faut bien savoir qu'elle reste néanmoins limitée aux conjoints, c'est-à-dire aux personnes mariées, pacsées ou concubins, ou alors divorcés, anciens pacsés ou anciens concubins. Cette problématique est complexe parce qu'au-delà des problèmes juridiques, elle pose des problèmes sur le plan psychologique et de ce que moi j'appelle, et de ce que les experts appellent, le plan polémologique, c'est-à-dire quelle stratégie utiliser dans ces cas-là pour se mettre à distance. C'est une quadruple mise à distance. Une mise à distance psychologique, tout d'abord, sortir de l'emprise. Qu'est-ce que l'emprise? C'est une problématique complexe qui fait qu'une personne, à un moment donné, est totalement dépendante d'une autre personne qui la soumet et qui en fait en quelque sorte son objet, qui l'instrumentalise. Mise à distance physique totale, ce qui suppose évidemment non seulement qu'on n'habite plus ensemble, mais qu'à la limite qu'on n'ait plus aucun contact, ni même par téléphone, ni même par SMS, ni même par mail. Ce qui évidemment est compliqué quand on a des enfants. Troisième mise à distance, une mise à distance économique, c'est-à-dire ne plus dépendre de la personne qui vous a soumise et qui vous instrumentalise, et qui souvent vous a isolé pour cela, et donc dont vous êtes totalement dépendant. Et enfin, une quatrième mise à distance, et c'est la plus compliquée à mettre en œuvre, c'est la mise à distance juridique. Comment sécuriser le périmètre juridique pour que cette personne, qui est une personne violente, même si elle n'est violente que psychologiquement, ne puisse plus rentrer dans votre vie. Et pour cela, il faut sécuriser le périmètre complètement de manière à ce qu'elle ne puisse plus être intrusive et continuer à harceler, même après le divorce, même après la séparation. Le problème qui se pose, c'est évidemment quand on a des enfants. Quand on a des enfants, on est dans l'idéologie dominante, à juste titre, qui serait la pacification du divorce. On essaye de déliter le couple conjugal, mais on essaye de faire perdurer un projet parental. Pour ça, s'il y a un petit conflit, et on parle souvent de conflit, on met en place une médiation familiale. C'est tout à fait parfait quand il y a des conflits. Et pourquoi pas une garde alternée, parce que c'est vrai que le père et la mère ont autant de droits l'un que l'autre dans le cas d'une autorité parentale partagée. Sauf que, aujourd'hui en France, on confond très souvent la notion de conflit avec la notion de violence. C'est-à-dire la loi du 9 juillet 2010, pour le moment, a été très peu appliquée, que ce soit sur le plan pénal ou sur le plan civil, parce que ça suppose une connaissance assez approfondie des mécanismes du harcèlement. C'est des personnes bien sous tout rapport, qui se trouvent dans tous les milieux. Ça peut être le pharmacien du coin, le député du coin, l'avocat du coin, le magistrat du coin, l'informaticien du coin, ça peut être monsieur tout le monde. Et c'est des personnes très séduisantes par définition, puisque ce sont des escrocs. Et comme tout escroc, ils sont obligés d'être dans la séduction. Ce sont des escrocs de l'affect, de l'affectif, et ce sont des escrocs financiers. Et comment ça fonctionne? Ce sont des personnes qui, en fait, comme tous les escrocs, vont d'abord manipuler. Ils vont être dans un double discours, dire une chose et son contraire. Ils vont être dans le mensonge en sachant que souvent, ils se mentent à eux-mêmes. Parfois, ce sont de véritables mythomanes. Derrière ça, ils sont dans l'instrumentalisation des personnes. Ils utilisent les personnes en permanence, et c'est là où il y a le danger pour les enfants, c'est-à-dire que les enfants vont être utilisés dans le cas de la procédure, ou même après la procédure, instrumentalisés et utilisés comme une arme contre l'autre, puisque l'objectif de l'agresseur, ce n'est pas de gagner ou de perdre un procès, c'est de tuer l'autre, c'est-à-dire de le tuer psychiquement, voire parfois physiquement. Il y a énormément de personnes qui se suicident ou qui sont dans ce que les psychologues ou les psychiatres appellent le burn-out, c'est-à-dire vont se retrouver tellement ils sont harcelés
au quotidien, complètement fracassés, que le traumatisme psychologique va les amener à l'hôpital psychiatrique. Et là, ils vont souvent, ces personnes, avoir du mal à se reconstruire. Instrumentalisation de l'autre. Ensuite, ce qui est redoutable pour les décoder, quand on n'est pas formé à cette problématique, et c'est là où souvent, même les professionnels, quand ils ne sont pas formés, se font avoir, face à cette personne séduisante, c'est que ces personnes sont dans la projection, ce que les psychiatres ou les psychologues appellent la projection. C'est-à-dire, en fait, ils ont un art extraordinaire de, en quelque sorte, de vous reprocher ce qu'ils font eux-mêmes. Et puis ensuite, ces personnes, en général, sont dans l'escroquerie financière. Ce qui les intéresse fondamentalement, c'est l'argent, pris pas seulement dans sa fonction économique, mais dans sa fonction symbolique. C'est très compliqué, mais certains psychiatres nous expliquent que cette fonction de rétention de l'argent est en fait aussi liée à une posture très souvent d'immaturité. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose comme ça qui vous contient un peu comme l'avare, vous savez, de Molière, hein, ma cassette, ma cassette. Et ces personnes, effectivement, sur le plan de l'argent, ils peuvent dépenser énormément dans le paraître et parfois dans le milieu familial, ils sont de vrais monstres. On a des cas où ils ne donnaient pas à manger, ils étaient véritablement radins, allaient faire eux-mêmes les courses, de manière à ce que la personne qui reste à la maison, qui fait le ménage, n'ait même pas suffisamment d'essence pour aller faire des courses. C'est-à-dire, ils sont dans cette posture de rétention par rapport à l'argent de manière incroyable. La définition que nous donne la loi du 9 juillet 2010 est une définition d'un délit pénal. Alors c'est vrai qu'au pénal, il faut, pour positionner une infraction, l'élément légal, enfin nous l'avons, mais il faut un élément factuel, et là souvent on a du mal à avoir des preuves, parce que c'est dans le huis clos familial, il y a l'omerta, et souvent ce sont des personnes menaçantes, même à l'égard des témoins, et puis les victimes n'osent pas parler, donc c'est vrai qu'on a du mal à avoir des éléments factuels, tangibles, avec des preuves. Il suffit d'un certains éléments, il y en a toujours deux, et à partir de là, on peut avoir l'intime conviction et remonter le faisceau de présomption qui fait que le délit peut entraîner, que ce faisceau de présomption peut entraîner la conviction du magistrat. Nous avons toujours le traumatisme psychologique. Il faut que le médecin, et c'est eux qui sont en première ligne, fassent des certificats en disant « j'ai constaté le traumatisme ». Après, il n'appartient pas au médecin de dire que c'est lié à l'agression de monsieur ou de madame. Ça, c'est le travail du juge. Mais de grâce que les médecins fassent au moins le travail et on est en droit d'exiger d'un médecin un certificat qui atteste de ce traumatisme. Évidemment, encore faut-il, et on revient toujours à ce que dit la loi, c'est inscrit dans la loi que les médecins soient formés à cette problématique-là. Ensuite, vous avez une deuxième preuve, celle que je viens d'évoquer, c'est l'escroquerie financière. Dans 9 cas sur 10, nous avons le fait que la personne qui agresse ou qui est agressée non seulement a instrumentalisé la personne sur le plan affectif, mais l'a instrumentalisé sur le plan économique. C'est-à-dire, nous avons des cas où carrément l'héritage que l'une des parties a reçu mystérieusement a disparu. Le plus important, c'est la mise à distance sur le plan civil, c'est-à-dire le divorce. Comment je sauve ma peau, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, et comment je sauve la peau de mes enfants. Et donc, nous, toute la stratégie que nous mettons en place, c'est toujours une stratégie d'efficacité par rapport à cette problématique de l'enfant et du patrimoine. Et ça suppose des stratégies très fines, de connaissance, de décodage, et surtout d'aller au combat. D'aller au combat parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui, après les périodes de séduction, va être dans des postures de menaces, de mise en place de terreur, voire de stalking. Donc il faut savoir que rien ne se négocie dans ces dossiers-là, qu'il faut aller au combat, que c'est un combat dans lequel il faut être excessivement réactif, dans lequel il faut anticiper, que c'est un combat dans lequel il faut vraiment préparer son dossier longtemps en amont, surtout pas en parler, surtout pas en discuter, c'est-à-dire aller véritablement de manière très rapide dans ces procédures parfois un peu lourdes, parfois un peu difficiles, mais c'est les seules procédures qui sont à la longue efficaces.